Salut à tous, bienvenue sur le plateau du journal du Tour de Guadeloupe, 69e édition. C'est la 7e étape qui nous intéresse aujourd'hui, entre Saint-Claude et Petit Canal, une étape longue de 154 km. On salue tout particulièrement nos téléspectateurs de la Guyane, ceux de la Martinique, mais également ceux qui nous regardent partout ailleurs dans le monde sur le Facebook Live. Je vais saluer Marc Paulin. Bonsoir Marc. Bonsoir Rudy et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et bien sûr un salut particulier aussi pour nos téléspectateurs de l'archipel guadeloupéen. Où allons-nous en France hexagonale? Eh bien, je donne ma langue au chat parce que je suis toujours pas très loin, mais je suis sûr que vous avez trouvé un endroit intéressant. Donnez-moi une région. Le sud de la France? Non, alors j'aurais pu dire vous brûlez pour vous donner un indice. Allez, sud-ouest quand même? Non, pour vous donner un indice, j'aurais pu vous dire vous brûlez, mais non. Je donne ma langue au chat. À Orléans. Orléans, ah oui, alors donc Jeanne d'Arc en effet, avec le siège où elle a remporté, donc elle avait battu les Anglais. Malheureusement, c'est à Rouen qu'elle a été brûlée. Ah oui, à Rouen, enfin bon, mais c'est vrai que tu as raison, mais c'est une Orléanaise. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu enfin, Orléanaise, j'en sais rien. Elle est de Don Rémy-la-Pucelle, exactement, dans l'est de la France. Ouais. Elle a gagné le siège d'Orléans, malheureusement, c'est à Rouen, le 30 mai 1431 qu'elle a été brûlée. Ouais, moi, c'est pour ça que je vous ai fait une allusion à Jeanne d'Arc sur Orléans. Donc, ce soir, on s'intéresse à cette 7e étape. Oui, une étape qui s'annonçait, on l'a dit hier, pour les baroudeurs, voire les sprinteurs. En tout cas, une étape qui pouvait être aussi piégeuse parce que le maillot jaune, on le sait, est fragile et avec deux équipiers, donc là, ce n'était pas forcément simple pour lui de gérer cette étape qui pouvait s'avérer dangereuse. Mais on va le voir, je crois qu'il a su tirer son épingle du jeu très habilement. On va voir la carte de cette 7e étape, je vous le disais il y a un instant, longue de 154 km entre Saint-Claude et Petit Canal, la carte qui s'affiche à l'instant même sur votre écran avec pas de difficultés majeures, hormis peut-être quelques espaces ventilés, j'ai envie de dire. Oui, absolument, mais on partait surtout de Saint-Claude en départ fictif, donc c'est à Basse-Terre qu'on a démarré et quand même le piégeux puisque du côté de Gourbert, de Vieux-Fort et Trois-Rivières, il fallait escalader Grand'Anse et ensuite rattraper Sapoti Sud, redescendre donc Sapoti Salé pour arriver donc sur la RN1 Capesterre-Bello. Ensuite, on repartait donc le long de cette RN1, on rattrapait bien sûr Goyave par la nouvelle route, Petit-Bourg donc que l'on laisse et ensuite on revient vers Bémao pour rattraper donc le pont de la Gabarre, quitter donc cette fois la Basse-Terre, retrouver donc la Grande Terre pour aller du côté du Gosier et rattraper donc la côte de Saligne qui pouvait être également intéressante. Ensuite donc on allait passer Sainte-Anne et là on remontait gentiment vers la commune du Moule où le vent n'était pas forcément à l'avantage des coureurs. Ensuite on rattrapait donc par toutes ces routes de la Grande Terre donc Petit Canal avec un premier passage sur la ligne au kilomètre 113, direction Port-Louis donc pour rattraper ensuite le nord avec Anse-Bertrand. Là retour donc vers Petit Canal par l'Ermitage, Port-Louis d'abord dans un premier temps et là il fallait donc être dans ces grandes lignes droites bien négociées pour arriver à Petit Canal, terme de cette étape longue de 154 km, donc une étape quand même longue et difficile en termes de kilométrage. Une étape qui arrive donc juste après celle montagneuse, celle d'hier, où on n'a pas eu tant de dégâts que cela. En fait, en tout cas pour les abandons, parce qu'on n'en a eu qu'un. Oui, et aujourd'hui on va le voir, on n'en a eu qu'un seul également. Ouais, et malheureusement c'est un de nos amis de la Guyane, on le verra tout à l'heure. Alors on va écouter quelques réactions avant le départ de cette étape longue de 154 km entre Saint-Claude et Petit Canal. Alors Yanis Sidoli, rescapé, on peut l'appeler comme ça, de la sélection de la Martinique. On se sent pas un peu esselé pour le coup, Yanis? Assez quand même par rapport au gars de la sélection, mais après je connais pas mal de monde en Guadeloupe aussi. Donc ça va, je ne me suis pas trop dépaysé, ça va. Alors maintenant il reste 3 étapes, 3 jours de course. Aujourd'hui, on retourne sur le plat. Tu connais le terrain guadeloupéen, tu connais la Guadeloupe. Est-ce que tu as quelques idées en tête, pourquoi pas pour montrer le maillot de cette sélection de la Martinique aujourd'hui? Oui, je vais essayer de montrer le maillot aujourd'hui. Ça revient sur la plaine, tant mieux. Et voilà, je fais de mon mieux pour représenter la Martinique.
Aujourd'hui, l'étape qui gagne en Nord-Grande-Terre, l'UVN est un club du Nord-Grande-Terre, le seul même club du Nord-Grande-Terre. Est-ce qu'on peut imaginer voir Luigi Relmi, Karl Legrand, Olivier Curier ou encore Kiran Barolin aux avant-postes et pourquoi pas couper la ligne en premier? Mais c'est fort possible, hein. C'est fort possible. Ça passe sur nos Terence Bertrand, on fera de nos mieux pour aller de l'avant et on verra bien ce que ça donne à l'arrivée aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été dit au briefing ce matin? Au briefing, c'est déjà de passer Vieux-Fort et après, c'est de se faire plaisir. Hein. Ça, comme j'ai dit, ça passe sur nos terres et on verra bien ce que ça donne. On voit que tu t'entraînes très régulièrement, on te voit régulièrement sur les routes, très souvent même sur les routes. Qu'est-ce qui te manque? La confiance. Je pense que c'est un manque de confiance en moi et quand je vais passer ce palier-là, je pense que je peux faire de grandes choses. Comment se porte l'équipe du CSCA? Mais jusqu'à maintenant, super bien. Bon, c'est vrai qu'au début de tout, nous avons eu pas mal de casses dès le premier jour avec 3 chutes dans l'effectif. Le lendemain, pareil, une chute. Donc là, ça revient petit à petit. Un podium déjà. Bon, après hier, Axel a pu passer avec les tout meilleurs. Il n'a pas voulu prendre de risques dans la descente. C'est vrai que par rapport à ces nombreuses chutes cette année, bon, on peut le comprendre. Là, il reste 3 jours. Je pense qu'on a 3 possibilités de victoire. On va essayer de jouer la gagne. Là. Justement, aujourd'hui, on revient dans la plaine. Un Jordi Pruneau, un Axel Carnier, un Freddy Hamlet. Qui parmi vous peut justement lever les bras à Petit Canal? Ben, je pense que Freddy il est chez lui. Il aura envie de bien faire et on va essayer de tout mettre de son côté, quoi. Donc voilà. Bah, ça va pas être encore une étape simple à gérer, encore une fois. Le début est un peu compliqué. La suite est plutôt plate. On parle de zones un peu exposées au vent. Donc, comme chaque jour, il faudra voir comment courent les adversaires, comment courent les autres équipes et s'adapter en fonction, quoi, pour essayer de gérer au mieux et de conserver le maillot. Marc, souvent on entend les coureurs dire on a un manque de confiance. Comment peut-on acquérir cette confiance? Eh bien, la confiance, elle s'acquiert d'abord par le travail. Il faut se prouver qu'on est capable de passer un cap et quand on a passé ce cap, eh bien après on sait qu'on peut le faire. Parfois on doute, pourquoi? Parce qu'on se dit mince, je n'ai pas le niveau, je ne suis pas à la hauteur. Et lorsqu'on a cette capacité de prendre de la confiance, de trouver vraiment, donc la confiance accroît le moral. Dès lors qu'on a passé ce cap, eh bien ensuite c'est très motivant parce que la confiance amène de la confiance, au même titre que le doute peut également amener le doute. Donc ce qui se passe dans la tête à ce moment-là est assez formidable parce que quand il y a ce déclic, eh bien on s'en rend compte, on l'a eu avec beaucoup de coureurs. Tout d'un coup, on les voit transformer. Moi, j'ai quelques exemples de coureurs qui ne gagnaient aucune course à 20 ans et ils ont quand même été professionnels parce qu'un jour, ils ont passé un cap, peut-être de gagner une course, peut-être de finir dans un peloton au démarrage. Et puis, on y croit, on travaille et ça paye. Et pour emprunter une expression politique, en revanche, pour ce qui concerne le maillot jaune, c'est la force tranquille. Oui, absolument. Enfin, une force tranquille parce que lui, il est très fort, il est très en confiance, il est très en jambes, de belles capacités à tout niveau, une très grande lucidité aussi de la course, très bonne lecture. Mais je dirais qu'il est quand même parfois dans des positions instables dans certaines circonstances, mais il rétablit toujours l'équilibre et là où il a cette chance, c'est qu'il a toujours, on va voir, des alliés de circonstances. Que s'est-il passé sur cette 7e étape entre Saint-Claude et Petit Canal? Eh bien la réponse en images assurée par Danick Narcisse, commentaire Cédric Centime, au guidon de la moto Pierre-Guy Rettel. Voilà Vadim Pronsky en maillot blanc avant le départ de l'étape. La quête du Tour de Guadeloupe a pris un tour compliqué pour le Kazakh, distancé hier par le maillot jaune. Le maillot Fouché porté par Pierre Almeida qui a laissé des plumes du côté de Saint-Claude hier. Pour autant, il garde le sourire. L'envahisseur, le voilà, il s'agit d'Adrien Guillonnet qui a dicté sa loi dans Saint-Claude et a remporté une très belle bataille hier. Pour autant, la guerre n'est pas encore gagnée pour le coureur de l'Interpro Cycling. Jonathan Salinas, lui, a tout simplement la mine des mauvais jours. Dès les premiers kilomètres, un coup se dessine. On retrouve Jonathan Salinas de l'USL et Diego Milan Jiménez aux avant-postes. Ils font partie des perdants d'hier. Diego Milan à l'attaque, cela fait très longtemps qu'on n'avait pas vu cette scène. Les deux coureurs sont bien décidés à rendre la monnaie de sa pièce à Adrien Guillonnet.
Diego Milan n'est pas avare d'efforts, on le sait depuis très longtemps. Le capitaine de route de l'équipe Inteja tracte l'échappée. Derrière, Salinas suit et sa détermination est tout aussi palpable. Derrière, l'opération Commando prend forme et on reconnaît le style de Sanchez Onzola du CCD. Lui aussi est un offensif dans l'âme qui n'entend pas se laisser faire, même si la chance ne lui sourit pas. On reconnaît également Cédric Locatin de l'Excelsior. Lui non plus n'a pas abandonné malgré le coup de force de Guillonnet. Le Guadeloupéen porte haut les couleurs de son club. Son objectif, se rapprocher des meilleurs au général. Derrière, le peloton ne s'affole pas. L'Interpro Cycling est au grand complet autour de son leader Adrien Guillonnet. On reconnaît également le maillot blanc du meilleur jeune de Vadim Pronsky, non loin du leader. À l'avant, le groupe de tête s'apprête à recevoir un nouvel élément. Il s'agit d'Adam Piersga du CCD. Le Polonais pourrait bien jouer les troubles faits dans cette étape qui rallie Petit Canal. Dans ce groupe de tête, on trouve Axel Carnier de la Convergence Abimienne, Nicolas Thomasson de la Proimo, ainsi que Jorman Fuentes du Guadabikers qui lui aussi veut gagner du temps au classement général. Cela joue quelque peu les retardataires et à l'avant, Diego Milan Jiménez ne ralentit pas. L'échappée prend de l'avance et Diego Milan devient dangereux au général. Florian Udry, l'un des coéquipiers du maillot jaune, est prié d'attendre son leader. Mais d'ailleurs, monsieur Udry, que diable faisiez-vous dans cette échappée ? Matvei Nikitin Dossard 176 et Ben Karman le 136 sont également de la partie. Les perdants d'hier se rebiffent. L'échappée compte déjà plus de 2 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. À l'arrière, les choses évoluent, l'équipe Vino Astana force l'allure et Pronsky tente de mettre le maillot jaune en difficulté. Décidément sur ce tour, il n'y a aucun jour de répit. On n'aperçoit pas Adrien Guillonnet. On se dit alors que le leader du classement pourrait être menacé. Pas de quartier dans le peloton, ça vise sévèrement du côté des Astana. Hors de question de perdre le Tour de la Guadeloupe sans se battre. Du coup, on force violemment l'allure. Adrien Guillonnet, le voilà, il est bien dans le peloton. Le coureur de l'Interpro Cycling ne s'affole jamais et remonte tranquillement en tête de groupe. Il y en a sur le bord de la route qui ne sont pas très prudents, mais à l'avant en tout cas, l'entente n'est pas cordiale. C'est comme près de la poudre d'escampette. Il s'agit de Jonathan Salinas, Nicolas Thomasson, Edwin Sanchez Onzola, Jorman Fuentes et Axel Carnier. Edwin Sanchez Onzola est à la planche, le coureur du CCD est en mode contre-la-montre, le peloton semble revenir fort, mais la victoire se jouera bien entre les 5 hommes de tête. La bataille est après sans merci, mais à ce petit jeu, c'est Nicolas Thomasson du Team Proimo qui s'impose. 2 boyaux devant Jorman Fuentes du Guadabikers. Jonathan Salinas prend la 3e place. Le peloton maillot jaune termine à 32 secondes. Pas de changement au général. Adrien Guillonnet garde sa tunique de leader. Victoire de Nicolas Thomasson et puis bonne opération également pour le maillot jaune. En revanche, je n'arrive pas à comprendre que jour après jour, Onzola s'impose des travaux forcés. Oui, ça c'est vraiment le côté baroudeur de ce garçon qui ne se pose pas de questions, qui roule, qui veut gagner son étape. On rappelle quand même qu'il avait remporté cette étape l'an dernier en solitaire en partant seul à 15 km de l'arrivée. Il a sans doute voulu rééditer l'exploit, on l'a vu dans l'échappée, ils étaient 12 et quand on a senti que le peloton revenait, il est reparti et là on le voit sur les images, il n'a absolument pas donné la possibilité aux autres, tout le monde était à bloc dans la roue et c'est vrai que ce garçon est vraiment, comme on dit, un très très gros moteur et c'est vrai que parfois, eh bien, comme le disaient certains coureurs, il fait très mal aux jambes et parfois on est à la limite de la rupture. C'est vrai qu'il est ainsi et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui ça n'a pas souri parce qu'il a fourni malheureusement beaucoup trop d'efforts.
Et que dire de la stratégie de Diego Milan Jiménez? Elle était intéressante. Pourquoi? Parce que Diego Milan, on l'a vu, il est parti très tôt avec Salinas. Salinas voulait engranger des points en montagne. Hier, il a raté son étape. Lui, Diego Milan, 5e au général, voulait tenter un coup. Il attendait du retour. Il y a eu des renforts. Mais c'est vrai que derrière, eh bien, ça a contrôlé. On l'a vu sur les images. Donc, à un moment, il était quand même ce matin leader virtuel pendant quelques kilomètres. Et c'est vrai que... Oui. Il a eu jusqu'à 5 minutes d'avance. 5 minutes d'avance, mais par contre, on a compris aussi que les Vino Astana et les Embrace the World, donc les Allemands, qui sont 2e et 3e au général, étaient en train de perdre leur place sur le podium. Donc, ils ont réagi, et ça a fait les affaires du maillot jaune, qui finalement s'est laissé embarquer derrière toutes ces deux équipes. Eh bien, à l'issue de cette 7e étape entre Saint-Claude et Petit Canal, longue de 154 km, Ronnie Biral et Danick Narcisse ont recueilli les impressions des principaux acteurs de la journée, bien évidemment le vainqueur de l'étape, le maillot jaune, et celui que tu le disais il y a un instant a été virtuel maillot jaune pendant quelques minutes, Edwin Sanchez, pas Edwin Sanchez, mais Diego Milan Jiménez. On y va. Oui, c'est vrai, l'échappée elle est partie rapidement avant le GPL de Salé-Sapoti. C'est parti à la pédale parce que devant il y a des hommes très forts, et puis il y avait 3 coureurs classés au général, donc j'avais comme consigne de ne pas rouler, parce qu'on a Pierre Almeida qui est placé 4e au général, donc j'avais pas à collaborer avec l'échappée. Et j'avais à cœur de gagner ici, c'était l'objectif de l'équipe. Ça tenait à cœur Nicolas Roux de gagner une autre étape après Maxime Urruti, donc je suis très content pour l'équipe et pour moi aussi. C'est vrai qu'on s'est un peu fait piéger quand le groupe est sorti avec 3 coureurs placés dans le top 10 au classement général. Et j'étais un peu bloqué au moment où ça s'est fait. Et on n'a pas réagi tout de suite. Et après, c'était un peu trop tard. Et du coup, on a dû prendre la course en main au début, mais à 2, de toute façon, avec le vent de face et les forts coureurs qu'il y avait devant, c'était pas... on ne pouvait pas s'en sortir, quoi. Et donc, heureusement pour nous que les Kazakhs et les Allemands sont venus. Mais en même temps, comme je dis chaque jour, c'est aussi tout à leur intérêt, parce qu'ils savent qu'ils peuvent encore gagner le classement général. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, dimanche soir, ils se retrouvent devant moi au classement, mais qu'ils ont laissé remonter un gars devant eux, et qu'ils perdent le général à cause de ça, ils peuvent que s'en mordre les doigts. Donc on a travaillé un peu tous ensemble avec les forces de chacun, quoi. Et ça nous a permis de revenir sur les 2 plus dangereux et de limiter le temps sur Anzola aussi. El líder tiene 5 equipos para él, trabajan todos para el líder y así es muy difícil competir. Le leader de l'épreuve avait 5 équipes qui roulaient pour lui, donc forcément c'était beaucoup plus compliqué pour les hommes de tête de garder le général. La vuelta está terminado? Pienso que está terminado? No, se termina el domingo y no nos damos por vencidos, no se ha terminado, pero es muy difícil cuando los demás equipos no colaboran. Alors la course se termine effectivement dimanche, mais ça va être très difficile puisque quand il y a des équipes qui ne collaborent pas, ça va être compliqué. Gracias. Ben, chacun joue sa carte, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, parce que Diego Milan, c'est quand même un garçon qui a déjà réussi dans le Tour, qui a gagné des étapes, qui a déjà été sur le podium. Donc il connaît la Guadeloupe et je crois qu'il est très aguerri et c'est un garçon qui sent les coups, donc il a tenté sa carte. Salinas avait envie de se rattraper de son étape d'hier et on sait qu'il voulait aussi encore engranger quelques points pour la montagne. Ils ont joué le jeu, ils savaient que ça reviendrait, ils ont évalué les choses, ils se sont battus. Malheureusement, c'est vrai que les Vino Astana et l'équipe allemande eh bien, ont mis le turbo pour essayer bien sûr de mettre tout le monde d'accord parce qu'on le répète, il y a des places encore à prendre derrière le maillot jaune. Des alliés de circonstance, les planètes sont alignées pour le maillot jaune. Pour l'instant, je crois qu'il est vraiment sur un chemin à ce niveau-là pour réussir quelque chose. Le réussira-t-il? On l'espère pour lui, mais attention, on va le voir, tout n'est pas fini. Eh bien, on va voir le tableau des 10 premiers de cette étape entre Saint-Claude et Petit Canal, 154 km. La victoire donc pour Nicolas Thomasson. Voilà, donc deuxième victoire pour le team Imopro Nicolas Roux, donc il l'emporte devant Jorman Fuentes. C'est vrai que ça s'est joué à quelques centimètres. Jonathan Salinas, le plus gros animateur donc au départ de cette étape, termine 3e dans le même temps. Axel Carnier, le Martiniquais, se hisse à la 4e place. Quant à Edwin Sanchez Anzola, donc
le héros malheureux de la fin d'étape. Il est donc 5e à 3 secondes. Maxime Uriti double un peu la mise, il remporte le sprint du peloton donc, du team pro Nicolas Roux. Gel Donders c'est 7e à 32 secondes. 8e, tiens, Marcel Frozeux, il est encore là à 32 secondes. Ronald Girand, lui aussi très bon sprinter, 9e à 32 secondes. Et Karl Legrand est là. Donc les Guadeloupéens se sont bien battus également dans l'emballage final. Il est à 32 secondes. Voilà, donc aujourd'hui, on ne va pas dire que la montagne a accouché d'une souris, mais les écarts qu'on voyait importants, jusqu'à 5 minutes, on l'a dit au départ, et bien finalement, Diego Milán Jiménez ne récolte que 9 secondes dû au sprint intermédiaire. Absolument, parce qu'il faut bien le préciser, il y a des sprints bonifications donc, au premier du classement des points chauds. Aujourd'hui, il voulait faire un rapproché et il a tenté vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est un guerrier du vélo, c'est un baroudeur type, il est tout terrain et quand il a la jambe, comme on dit dans le jargon, il y va. Malheureusement, ça n'a pas payé, mais je suis sûr qu'il recommencera. On va écouter d'autres réactions des acteurs de cette 7e étape du Tour cycliste de Guadeloupe, 69e édition. Pierre-André Fayette, voilà, du team U-Cube. Alors, comment ça se passe d'une manière générale pour vous sur ce tour ? Pour nous, on est plutôt bien placé niveau équipe. On est 4e au général. Après, on a un coureur qui est bien placé, qui est 11e, qui était 11e ce matin. Je pense là, il a dû remonter, si jamais l'échappée a été au bout. Et puis voilà, sinon ouais, ça se passe bien. Toujours 6 coureurs au complet à 2 jours de la fin. Donc, l'échappée a été reprise donc, dans le final. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit votre formation souvent à l'attaque avec l'ARP, avec Carman. Ce sont des garçons que vous aussi d'ailleurs, Fayette, on vous a vu il y a 2 jours, donc vous étiez aussi à l'offensive. Donc vous êtes résolument convaincu que vous pouvez encore remporter une étape sur ce tour ? Oui, là maintenant, le classement général bougera plus trop. Donc on a un coureur bien placé. Maintenant, on va jouer les étapes. Donc le contre-la-montre, ça va être compliqué pour nous, mais par contre, on va essayer de jouer l'étape de demain. Ça va être une étape courte, ultra intensive, donc c'est notre truc. Alors on va tout faire pour remporter cette étape. Alors Joachim, comment ça va ? Oui, ça va. Moi, il n'a pas l'opportunité de parler à Guadeloupe que s'est passé avec moi. Moi, arrêté vélo un an et demi, ma mère a un cancer. Moi, parti à métropole un an et demi. Et moi, cette année, mois de mai, ma mère guérit. Et moi, venu ici tout de suite à Guadeloupe. Avant de Marie-Galante, m'a retourné à Guadeloupe. Mais je m'ai cassé du côté avant de venir à Tour Marie-Galante. Et moi, commencé de zéro. Et ma forme está a venir. Tour Guadeloupe à Marie-Galante, hier, moi et Vargas, pas beaucoup bien, parce que nous aussi nous terminons avec fièvre. Aujourd'hui déjà mieux, mais hier foi beaucoup souffrance lá gauche et a fièvre. Quant moi comme Vargas aussi, nous préparons todo o trabalho para Vargas, mas Vargas hier a malade e général c'est pas possible. Ver se nous va gagner une étape demain et même dimanche nous va voir. Comment s'est passée ta journée aujourd'hui ? Elle est un peu tranquille, j'essaie de prendre l'échappée au niveau de Vieux-Fort. Bon, je l'ai raté. Et après, ça a été resté au chaud. J'essaie un peu aussi de faire le sprint à la fin. Et puis après, c'est garder des forces pour les prochains jours, tenter encore d'aller l'avant. Le Rayon d'Argent s'est comporté comment sur ce tour de la Guadeloupe d'une manière générale ? En fait, on était venu à la base pour le classement espoir. Après, on a perdu au niveau de la première étape et puis l'étape qui partait à Bouillante, vu qu'on a mal négocié le départ. Donc, après avoir fait une belle étape quand même hier, notre leader finit dans les 40 premiers. Donc là, c'est tenter notre chance tous les jours et voir comment ça se passe. C'est une équipe, est-ce qu'on peut dire que le Rayon d'Argent est une équipe en reconstruction ? Oui, vu que déjà on a un nouveau entraîneur, on essaie de régulier sur les entraînements, on se perfectionne au mieux et puis le club s'est fixé pour objectif de pouvoir vraiment performer dans 3 ans à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé avec le coureur Stegner? Parce qu'il était en tête et puis il a carrément baissé pavillon. C'était un peu de problème qu'on avait pas la possibilité de passer le plateau. Et il n'a pas reçu assez de l'eau devant. C'était un peu trop chaud. Il n'avait pas reçu assez d'eau
Qui s'est déshydraté en fait. Oui. Oui. Mais en fait, c'est important pour un coureur de boire de l'eau. Oui, mais le problème était, on avait à avoir ennui mécanique. Après, les autres coureurs ont aussi demandé de l'eau. Ils n'avaient pas le moyen de passer. Et on va rappeler la règle pour les coureurs, pour s'hydrater, il ne faut pas attendre qu'on ait soif. Si on attend ça, c'est que c'est déjà trop tard. La grande règle, c'est surtout de boire peu mais régulièrement. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est vrai qu'il fait très chaud et donc les coureurs dépensent beaucoup d'énergie, donc il faut pouvoir se réhydrater régulièrement. C'est vrai que la difficulté, on l'a vu, c'est comme il y a beaucoup de voitures techniques et qu'on doit se laisser redescendre, il faut attendre que le véhicule vienne à votre hauteur et parfois c'est compliqué. Alors on a même vu Adrien Guillonnet aujourd'hui aller chercher lui-même ses propres bidons dans la voiture technique, alors qui était elle très bien placé. Il faisait à la fois il était son propre équipier et il était à la fois bien seul, mais à chaque fois il gérait très bien, il remontait le peloton très vite et il se repositionnait à l'avant. On vous l'a dit, cette 7e étape a été magnifique, mais elle n'a pas provoqué de bouleversement au classement général. Un classement général que nous vous proposons en tableau. De suite, ça s'affiche sur votre écran. Voilà, donc Adrien Guillonnet, toujours bien sûr leader de l'épreuve. Il précède donc Vadim Promski donc de 2 minutes et 13 secondes. Troisième, Frédéric Dobrowski, donc l'Allemand, il est à 2,42. Remarque que l'écart entre le deuxième et le troisième est faible. Là aussi, il faudra voir ça pour demain. Quatrième, toujours Pierre Almeida, 4 minutes 24 secondes. Il précède Diego Milan Jiménez, donc qui maintient, il a simplement repris 9 secondes, il est ce soir à 4,50. Le Mexicain Miguel Alvarez est 6e à 5,38. John Nava est 7e à 5,55. José Rurano est 8e à 6,53. Edwin Sanchez Anzola quand même regagne une place, il remonte à la 9e à 7,07. Quant à Cédric Locatan, il reste dans le top 10 mais perd une place, il est 10e à 7 minutes et 30 secondes. On va s'offrir une pause dans ce journal du Tour cycliste de Guadeloupe, 69e édition, 7e étape qui nous intéresse aujourd'hui. Après la pause, vous le savez, on retrouve la rubrique 3e saison de On donne coup de chaîne. Cette année, on a choisi de donner la parole aux enfants. Eh bien, figure-toi, Marc, qu'on a fait des émules. Eh ben, je ne m'en doutais, parce que c'est vrai que j'ai bien senti qu'au niveau des enfants, il y avait eu un impact autour de cette émission. En tout cas, ça leur plaît bien. On a fait des émules et c'est tant mieux pour les enfants si on leur donne la parole. Allez, si ça pouvait être sur toutes les chaînes, ce serait très bien. Donc on sait bien que nous ayons fait des émules. Vous restez avec nous. Et pour vous, les enfants, information importante. Je vous le dis depuis l'ouverture de ce journal, vous avez des cadeaux. Maintenant, je peux vous le dire, ce sont des tablettes. C'est pas rien. C'est pas rien. Ce sont des tablettes. Alors dimanche, on vous donne rendez-vous sur ce plateau. Vous êtes passé à la télé, dimanche, vous venez sur ce plateau récupérer vos tablettes. Alors, il y aura du monde. Ah ben, il y aura du monde et on sera très content d'accueillir tous ceux qui nous ont bien provoqué un peu de joie, un peu de fraîcheur, un peu de sourire. De spontanéité. De spontanéité, effectivement. Donc on vous attend dimanche pour vous remettre vos tablettes. Pour ce qui concerne la prochaine séquence de On donne coup de chaîne, c'est juste après la pause.